Salam alaikum. Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Donc, après avoir traité dans la partie 1 les fonctions et les dérivés partiels, aujourd'hui, on verra dans la partie 2 concernant les outils mathématiques utilisés en thermodynamique, on verra les notions suivantes. On verra la notion de différentiel total, différentiel d'une fonction à une seule variable, différentiel d'une fonction à deux variables, différentiel d'une fonction à trois variables. Donc, vous voyez, on complète à chaque fois la forme différentielle et le différentiel total exact. En 5, on verra intégrale d'une fonction différentielle. Donc, et on va voir dans la partie 5 qui est la dernière, fonction implicite et explicite. On verra fonction implicite, système variance et système bivariant. D'accord? Donc, je vous invite les élèves et les étudiants qui pour bien comprendre cette partie, de revoir la première partie. Donc, je vais vous laisser, si vous voulez, le lien dans la boîte à description. Et vous pouvez voir aussi le lien en haut. Voilà. On commence. Différentiel total exact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour comprendre cette notion, on va partir d'une fonction seule variable, donc une fonction que la plupart des élèves et des étudiants maîtrisent bien. D'accord? Donc, soit une fonction seule variable, donc vous savez que je peux définir une limite comme ça, la limite, lorsque dx tend vers 0, il est défini comme ça. Et ça, c'est la dérivée de f en x. D'accord? Puisque c'est une fonction d'une seule variable, donc la dérivée partielle devient, si vous voulez, la dérivée totale. Lorsque x varie de dx, d'accord, ça veut dire je vais passer de x à x plus dx, f varie aussi de df. Ça veut dire il devient non plat, il devient f plus d de f. d de f, c'est quoi? Ce n'est autre que la fonction en x plus dx moins la fonction en f de x, tout simplement. D'accord? Qui n'est autre, d'après ces définitions, que n'est autre que f'(x) fois d de x. Donc, d de f sur dx, ça fait d de x. Et ça, c'est la différentielle, si vous voulez. Ça s'appelle la différentielle de la fonction f quand x varie de dx. Donc, lorsque je sais que f est une fonction de x. Si je change x, f change. Si jamais x change de dx, il varie entre x plus d de x, on va avoir aussi f qui va, si vous voulez, changer la valeur de f en d de f. Donc, la différentielle, ça représente, si vous voulez, le taux ou bien la variation de f lorsque x varie de d de x. Exemple. Par exemple, je considère la fonction f de x, une fonction plus simple, f de x égale à x au carré. Donc, la dérivée, tout le monde sait calculer. Donc, f'(x), c'est de x. f de x plus dx, c'est quoi? C'est x plus dx, le tout au carré. Je développe ce calcul, je vais avoir x carré plus 2x fois d de x plus dx au carré. Donc, f les x plus dx, c'est quoi? C'est f les x, qui est ce terme-là. f' parce que de dx, c'est f' fois d de x plus d de x au carré. Je fais la différence, fx plus dx moins f de x, je vais avoir f'x d de x plus d de x au carré. Et puisque d de x tend vers 0, donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un infiniment petit d'ordre 1. Lorsqu'un infiniment petit d'ordre 1 est multiplié par lui-même, ça devient un infiniment petit d'ordre 2. Donc, il devient de plus en plus faible. Donc, je peux, par exemple, négliger ce terme-là. Par exemple, si d de x est de l'ordre de 0,01, celui-là est de l'ordre de, c'est-à-dire 0,01, c'est-à-dire 10 moins 2. Donc, d de x au carré, ça va être 10 à la puissance moins 4. Donc, c'est quelque chose qui est très négligeable. Donc, j'ai le droit de négliger, d'accord, ce terme-là, et je vais avoir cette différence
ça va être f'x d de x. Et comme ça, la différentielle de la fonction, ce n'est autre que d de x fois d de x, f'x d de x, qui est f'x qui est d de x fois d de x. Voilà, donc graphiquement, on peut approcher les choses de cette manière. Ça veut dire, lorsque x passe de x à x plus d de x, f passe de f les x plus d de f. Et je peux négliger ce terme-là, normalement, il passe d'ici à là, donc je vais approximer par cette droite-là. D'accord? Donc, qui est tangente, bien sûr. Donc, d de f, c'est quoi? C'est ce changement d'ici à là. D'accord? C'est ça la différence. Voilà. Maintenant, on va passer à différentiel d'une fonction à deux variables. Je rappelle que, par exemple, la pression donc, pour un gaz parfait est une fonction de deux variables qui est la température et le volume, comme exemple en sciences physiques. D'accord? Donc, soit une fonction de deux variables x, y, c'est-à-dire de classe C infini, ça veut dire il est dérivable, infiniment dérivable. On appelle différentiel de la fonction fxy qui est dérivable dans le domaine qui est inclus dans R carré, puisque c'est une fonction de deux variables. C'est cette expression-là. D'accord? Donc, on va généraliser fx plus de x, y plus de x, moins fxy. Et on peut, si vous voulez, de même, les choses qu'on a fait, on a fait ça pour une fonction une seule variable. On peut faire ça aussi pour une fonction de deux variables en ajoutant l'autre terme. D'accord? Voilà, et ça c'est la différentielle totale exacte de f. Exemple, si je considère une fonction comme ça, fxy, xy plus y carré plus cosinus x, xy, d'accord? Donc la dérivée partielle par rapport à x, je dirais par rapport à x, ça veut dire que je considère que y est constant, donc il me reste y ici, ce terme-là va disparaître puisque c'est constant, en dérivant par rapport à x. Je dérive celui-là, donc entre crochets ici, donc ça veut dire que je vais dériver ça par rapport à x en considérant que y est constante. Donc ça va me rester y fois moins le sinus de xy, je trouve ça. De même, si je dérive par rapport à y, donc je considère que x fixe constante, c'est-à-dire il m'en reste ici x. Ici, je vais avoir deux y, parce que y varie dans ce cas. Et je vais avoir, bien sûr, la dérivée de ça aussi. D'accord? Voilà, donc je remplace d de f par rapport à x, c'est celle-là. Ça veut dire ce terme-là. d de x fois, et ça, c'est la différentielle totale exacte de f. Voilà, en sens physique, ça veut dire en thermodynamique, j'en ai par exemple PV est égal à nRT, c'est une fonction des gaz parfaits, que tout le monde connaît. D'accord? Donc, la différentielle de PV, ça c'est une fonction de T. D'accord? Différentielle de ça. Donc, c'est la dérivée différentielle de PV par rapport à V dV, la dérivée par rapport à P dP. Et ça, c'est la dérivée, pas uniquement, j'en ai une seule variable par rapport à T dt. Donc, je vais avoir, ce différentiel va avoir cette forme-là. Donc, la dérivée par rapport à V en gardant P constante, ça veut dire P qui reste constante. Ici, c'est V qui reste constante. Et je vais avoir ce différentiel. Un autre exemple, je peux par exemple ici, je considère V comme une fonction de T et P et j'applique ce que je viens de voir tout à l'heure. D'accord? C'est la dV par rapport à T en considérant que P constante, dt plus dV par rapport à P en considérant que T constante fois dP. Donc en faisant la dérivée, je trouve ça. D'accord? La dérivée par rapport à V par rapport à T, on considère que P constante, il va me rester nRT sur P, c'est ça. La dérivée par rapport à P
Donc 1 sur P, la dérivée, ça donne moins 1 sur P carré. Et je trouve ça. Voilà. La dérivée. Et bien sûr, je remplace dans l'expression. Différentiel d'une fonction à 3 variables. Donc on continue à, si vous voulez, à généraliser. Donc ici, nous avons une fonction de x et de y et de z. Donc on va avoir 3 termes pour différentiel. Voilà un exemple. D'accord? De même, on va faire exactement la même chose. Cette fois-ci, on va remplacer d de f par rapport à x en considérant les autres fixes. D de f par rapport à y, c'est ça. D de f par rapport à z en considérant que les premiers sont fixes. Pardon. Théorème. La différentielle d'une fonction se conserve dans un changement de variable. C'est par hasard, j'en ai par exemple j comme une fonction de x et de y de z. Si je change les variables, ça veut dire, au lieu de travailler avec x, y, z, je travaille avec les fonctions u et de v et de v. Dans ce cas, le différentiel reste inchangé. Donc, il y a une conservation, si vous voulez, différentielle. Je peux travailler avec les variables x, y, z, comme je peux travailler aussi avec les variables d, u, et v et w. Dans ce cas, ici, je vais avoir d de x, dy, dz. Ici, je vais avoir d de u, dv et dw. Forme différentielle du travail dte, d de f. Soit une fonction de 3 variables qui sont infiniment dérivables, et dw, c'est une forme différentielle. Une forme différentielle va s'écrire sous cette forme. Alors, quelles sont les conditions nécessaires pour que la forme différentielle soit une différentielle totale exacte? D'accord? Donc, c'est-à-dire, d de f va s'écrire comme ça, qui va être égal à dv. Donc, il faut que ce premier terme qui est p égale à d de f par rapport à x. Ce deuxième terme, Q égale à d de f par rapport à y. Ce troisième terme, R égale à d de f par rapport à dz. Les conditions imposées à P, Q et R, voilà, puisque d de f est une différentielle totale exacte. Lorsque d de f est une différentielle totale exacte, alors que on vient de voir que P doit vérifier ça, et Q doit vérifier ça, et R doit vérifier ça. D'accord? Donc, ce sont en fait les conditions qu'on va imposer à P et Q. Et puisque F est une DTE, on doit avoir effectivement la vérification de la relation du théorème de Schwartz. Donc, D de P sur DY, ce n'est autre que ça. Et de R sur DX, c'est ça. Parce que je vais rediriger par rapport à Y, à X, je redirige par rapport à Z. Et bien sûr, comme je viens de dire, ça, ce n'est autre que, ça doit être égal. Voilà. Ça c'est quoi? C'est D de Q par rapport à DX, qui n'est autre que D de P par rapport à DY. Donc, je trouve ça. D de P par rapport à DZ, puisque j'en ai Z et X, c'est égal. Je peux dire par rapport à Z et ensuite Y, donc ça ne change rien du tout. Donc, il va être égal à D de R sur dx. Dérivé par rapport à Z, ensuite par rapport à Y, ça revient uniquement aussi à dériver par rapport à Y en premier, ensuite dérivé par rapport à Z. Ça va être égal à ça. Donc, je vais avoir cette condition. Nous avons la première condition, deuxième condition. D'où je vais avoir ça, d'accord, d'après le théorème de Schwartz. Donc, vérifie que f est une fonction, qu'une différentielle, d'où vient une différentielle totale exacte, il faut vérifier ces trois conditions. La condition nécessaire et suffisante pour que dw soit la différentielle totale exacte d'une fonction est ça. Ces trois relations sont en fait la condition nécessaire et suffisante. Sinon, on ne peut pas considérer que
que ça est une différentielle totale, ça va être une forme différentielle et non pas différentielle totale. Voilà un exemple. Donc, j'en ai par exemple cette forme différentielle. dw, c'est yz, d de x, xz, d de y, xy, d de z. Donc, P, c'est quoi P? C'est yz, Q, c'est xz, et R, c'est R, xy. Je dirais par rapport à y, P, je dérive Q par rapport à x. Donc, on voit bien qu'il y a égalité. La même chose, si je dérive partiellement par rapport à Q, je dérive Q par rapport à Z, et je dérive partiellement R par rapport à Y, je trouve égalité. De même pour R. Donc, puisqu'on a l'égalité, donc, c'est sûr, ça, c'est une différentielle totale exacte. Mais en général, nous avons... donc, on peut écrire ça. Donc, c'est-à-dire, je peux trouver F. Je peux calculer F, c'est-à-dire, je peux calculer W. Donc, détermination de F. Puisque dW est une différentielle totale exacte, alors la fonction F existe. Il peut être obtenu par intégration. D'accord? Donc, j'en ai df par rapport à x est égal à yz. En intégrant par rapport à x, on trouve une constante qui va être une fonction de ce qu'on a fixé. Va être fonction de y et de z. D'où notre fonction. Pour trouver y, qui ne dépend pas de x, il suffit de faire la dérivée partielle par rapport à x. Ça donne 0. On reporte f trouvé dans d de f sur dy est égal à xz. On obtient d de y par rapport à dy égale à 0. Qu'est-ce que je dois faire? Je dérive ici par rapport à y. Ça veut dire que y va disparaître. Je trouve xz. Plus rien. Ça veut dire 0. Donc, c. Donc, ce dérivé-là va donner 0. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la constante ne dépend pas, d'après ça, ne dépend pas d'après cette écriture, ne dépend pas du x. Et ici, ça ne dépend pas de y. De même, si je fais... donc, la constante ne dépend ni de x ni de y, donc elle dépend de z. Donc, je vais avoir ça. Et bien sûr, pour déterminer la constante, il faut quand même avoir une condition. Donc, on reporte f trouvé dans d de f par rapport à dz, c'est là la condition. On obtient la dérivée par rapport... Est-ce que c'est clair? Je dérive ça, regardez, je dérive ça par rapport à z, donc il me reste xy. Ici, il me reste xy plus la dérivée de c par rapport à z. Et ça, c'est égal à quoi? Égal à ça. Égal à xy. Ça veut dire que la dérivée de la constante égale à 0. Donc, enfin, on va dire que c'est une constante qui ne dépend ni de x, ni de y, ni de z. Donc, il existe une infinité de fonctions qui s'écrit comme ça, qui vérifie. D'accord? Il faut, pour déterminer la constante, il faut bien sûr donner une condition initiale, par exemple. Voilà, vérification de la différentielle de f. Donc, voilà, si je dérive maintenant, je vais trouver la même chose que tout à l'heure. Je trouve la forme différentielle du départ. On vérifie. Exemple 2. Voilà. Est-ce que ça est une différentielle totale exacte? Est-ce que ça est une différentielle totale exacte? Donc, ça c'est une fonction de deux variables, x et y. Donc, il va s'écrire la forme différentielle comme ça. Donc, P, c'est quoi? C'est x. Et Q, c'est y. Bien sûr, P est une fonction de x, y. Et Q est une fonction de x, y. Le théorème de choix est-il vérifié? Si je dérive dp par rapport à dy, je trouve 0. Alors que lorsque je dérive d de q par rapport à x, je trouve 1. Donc, ils sont différents. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une différentielle totale. Donc, c'est très simple.
Pour dire qu'une une forme différentielle est une différentielle totale exacte, il faut vérifier le terme de Schwartz. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la condition nécessaire et suffisante. Bien sûr, il y a d'autres, on verra, donc les gens qui ont étudié la thermodynamique ou bien des gens qui n'ont pas étudié, ils vont bien sûr savoir que nous avons un certain nombre de fonctions d'état et que ces fonctions d'état vont donner lieu à des formes différentielles totales exactes. On trouve l'énergie interne, on trouve l'enthalpie, on trouve l'entropie, etc. Intégrale d'une forme différentielle. Soit un différentiel dW est une différentielle totale exacte, d2f est donc intégrable, donc je peux intégrer, on vient de voir tout à l'heure l'exemple. Son intégrale ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que de l'état initial et l'état final. F est une fonction d'état, ça s'appelle une fonction d'état, et son différentiel est une différentielle totale exacte. Donc, lorsque je passe de A à B, par ces trois chemins, le chemin 1 et le chemin 2, le chemin 3, il se trouve que l'intégrale, cette intégrale-là, elle ne dépend pas du chemin. Donc, c'est-à-dire que j'ai I1, d'accord, est égal à I2, est égal à I3, donc je passe ici, ici, c'est la même chose. Voilà quelques fonctions d'état, donc vues bien sûr en thermodynamique, comme je viens de dire, donc c'est l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie. CF est une différentielle totale, différentielle non exacte, alors dans ce cas, on va voir que l'intégrale va dépendre du chemin suivi. Donc si j'en ai trois chemins qui mènent le système ou bien de A à B, donc, effectivement, je vais avoir I1 différent de I2, différent de I3, différent de... D'accord? Nous avons trois chemins. Donc, le calcul va dépendre du chemin suivant. Comme exemple, donc, on verra, ou bien les gens qui ont déjà étudié, l'ont déjà vu que le travail est une fonction qui ça, c'est une forme différentielle. Donc, l'intégrale pour calculer le travail, ça dépend du chemin. D'accord? Si je change le chemin, bien sûr, la valeur va changer. La même chose pour la chaleur ou bien l'énergie thermique dQ. L'intégrale d'une forme différentielle de V est une différentielle le long d'un chemin fermé, cycle. Donc, l'état initial est égal à final. Et si W n'est pas une fonction d'état, ce petit rang, ça veut dire que je fais le calcul le long d'un chemin fermé. Donc, c'est le long d'un cycle. Fermé. Donc, on verra que lorsque W n'est pas une fonction d'état, bien dit que c'est une forme différentielle non exacte, donc il se trouve que ça est différent de 0. D'accord? Mais lorsqu'il s'agit d'une fonction d'état, donc le calcul à travers un cycle va donner 0. C'est le cas pour l'énergie interne et aussi pour l'enthalpie et pour l'entropie. Fonction implicite et explicite. Une fonction explicite, c'est quand on peut exprimer ces variables en fonction des autres variables restantes. D'accord? Exemple, j'en ai une fonction de deux variables, y carré moins x carré égale à 0. Dans ce cas, y carré est égal à x, donc je peux dire y est égal à plus racine carrée de x ou bien moins. Donc c'est une fonction explicite. Je peux calculer x en fonction de y et inversement. Fonction implicite. Quand on ne peut pas exprimer au moins une variable, des variables de la fonction des autres restantes, donc ça s'appelle une fonction implicite. En arabe, on dit ضمنية. Exemple, cette fonction-là. Donc, c'est impossible. On ne peut pas calculer x parce que nous avons l'exponentielle ici. Donc, ça, c'est une fonction rationnelle. Donc, ce n'est pas évident de calculer y en fonction de x et inversement. On ne peut pas trouver ça. Ce n'est pas comme tout à l'heure.
Donc, en thermodynamique, les variables d'état x et y sont liées par une relation qui s'appelle une fonction d'état. Il ne dépend, donc il y a forcément x va dépendre de y et de z, et y va dépendre de x, z. On trouve généralement ce genre de fonction implicite. C'est la fonction, il est possible d'expliciter les variables de f en fonction des autres, ça s'appelle une fonction explicite. Sinon, c'est une fonction implicite. Exemple, une fonction explicite, la fonction du gaz parfait. PV moins nRT est égal à 0. Je peux exprimer V en fonction de PT, je peux exprimer P en fonction de VT et T en fonction de TV. Ça, c'est une fonction explicite. Lorsqu'on ne peut pas exprimer, donc il s'agit d'une fonction implicite. Exemple, cette fonction-là, d'accord, fonction d'un gaz qui n'est pas parfait. Donc, on ne peut pas expliciter, on ne peut pas calculer T en fonction de VT et non pas, mais on peut calculer T, mais on ne peut pas calculer P, on ne peut pas calculer V en fonction des autres. D'accord? Donc, ici, c'est exprimé explicitement, ici, c'est. Donc, celles-là sont définies à partir d'une fonction d'état d'une manière implicite. Fonction implicite. Donc, je considère une fonction de 3 variables. Il est implicite. Si au moins une de ces variables ne s'exprime pas explicitement en fonction des autres variables. C'est-à-dire fonction implicite. Cependant, les variables dépendent toujours les uns des autres, et notamment par leur dérivée les unes par rapport aux autres, comme on va le voir ci-dessus. Donc, je peux, c'est-à-dire on peut exprimer même d'une manière implicite, x en fonction de y, z, y en fonction de z. Et donc, le différentiel, différent de dx, ça va s'écrire comme ça. dy va s'écrire comme ça. dz va s'écrire comme ça. Et puisque j'en ai f, x, y, z égale à 0, donc ce différentiel égale à 0. À partir de ça, on peut par exemple calculer dz. Donc, comment on fait ça? Donc, regardez. Donc, ici, je peux calculer dz ici. Donc, ça veut dire ce terme-là est égal à moins ça, et je divise tout par rapport à df par rapport à dz, ici et là. Donc, je vais me retrouver devant ce terme-là. Et je peux faire l'identification. Donc, ce terme-là n'est autre que celui-là. Voilà. Et celui-là, donc, c'est quoi? En fait, c'est l'inverse, à la puissance moins 2. Donc, j'ai inversé les deux. Donc ce terme-là, ce n'est autre que 1 sur ce terme-là. Ce que je viens de faire pour dz, je peux le faire également pour dy et pour dx. Et comme ça, je vais identifier ce terme-là aussi, donc celui-là. Et je peux identifier ce terme-là par ça. D'accord? Donc, c'est celui-là. Vous voyez, les couleurs donc, indiquent les termes qu'on a identifiés. Et on trouve ces trois relations-là. d de z par rapport à dx, lorsque y est constante, est égal à 1 sur l'inverse. D'accord? La même chose pour ce terme et la même chose pour ce terme-là. Et ce sont des relations très importantes. Ici, on vient de les démontrer. On peut aussi démontrer cette relation qui est très utilisée en thermodynamique, d de x par rapport à dy, fois d de y par rapport à dz, fois d de z par rapport à x. Donc, tout à l'heure, on a identifié ce terme. Ce terme-là, c'est celui-là. Ce terme-là, c'est celui-là. Ce terme-là et celui-là. Qui va être égal à moins 1. D'accord? Donc, vous pouvez voir que je peux, si vous voulez, ici, supprimer celui-là et celui-là. Je peux supprimer celui-là et celui-là, et celui-là, et celui-là. Donc, au total, j'en ai moins 1. Parce que j'en ai moins, et moins, donc 3 fois, donc ça fait moins 1. Jamais j'en ai 4, je vais avoir plus. J'en ai uniquement 2, je vais avoir plus. Mais ici, j'ai 3, donc ça donne moins 1. Donc ce terme-là est égal à moins 1. Et ça, c'est une relation aussi qu'on utilise en thermodynamique.
Notre méthode, on peut remplacer l'expression 1 dans 3. J'en ai x et d de x, je peux le remplacer ici. Et on va obtenir d de z comme ça. D'accord? Après, j'en ai quoi? J'en ai ce terme-là, puisque d de z, j'en ai ici quelque chose comme ça, fois dx, dy fois dz, d de y. Donc, je vais rassembler ceux qui sont fois d de y et ceux qui sont fois dz. Et puisque dz est égal à quelque chose fois dy et quelque chose fois dz, donc par identification, ce terme-là, c'est égal à 0 et ce terme-là est égal à 1. Et comme ça, je vais démontrer bien sûr les autres termes par identification. Donc, ce terme-là est égal à 1 et ce terme-là est égal à 0. Donc, 5 va me donner ça. D'accord? Je peux faire de même pour dz par rapport à dx. Donc, regardez, donc je fais uniquement permuter. D'accord? Donc, je trouve aussi pour x et je trouve aussi pour z. Expression 6, donc celle où elle est égale à moins, puisque ça est égal à 0 est égal à moins. Celui-là, c'est l'inverse, donc je trouve moins 1. Donc, il suffit de multiplier ça ici pour trouver ce produit qui est permuté, qui est égal à moins 1. Donc, ça s'appelle, on peut appliquer sur les gaz, notamment pour un gaz, on a cette relation qui est toujours ce qu'on appelle l'identité de Ricci. Il est toujours valable. Exemple, pour un fluide dans l'équation d'état et qui est une fonction de P et de V et de T égale à 0, on définit les équations, les coefficients thermoélastiques. Par exemple, le coefficient de dilatation Escobar, on a déjà vu ça dans une vidéo, d'accord, est défini comme ça. Le coefficient de variation de pression est défini comme ça. Le coefficient de compressibilité des états est défini comme ça. On peut, à partir de ces coefficients, déterminer la fonction d'état en utilisant l'identité de Ricci. D'accord? Donc, on a celle-là. On peut utiliser celle-là ou celle-là. Donc, la même chose. On remplace, si vous voulez, par les coefficients. Donc, dv sur dt est égal à quoi? Est égal à v fois alpha. C'est celle-là. dt sur dp est égal à l'inverse de ça. Donc, ça veut dire 1 sur pv. Et dp sur dv, donc c'est égal à aussi l'inverse de ça avec ça. C'est égal à moins 1 sur xT fois v. D'accord? Ou bien je peux utiliser celle-là, donc je vais trouver la même chose. Donc alpha est égal à P fois bêta fois xT. Et ça, c'est toujours vrai, peu importe le gaz ou bien le fluide. Si on connaît l'expression de ces deux facteurs, on peut déterminer, si vous voulez, l'équation d'état. Par exemple, pour un gaz parfait, on sait déjà que alpha est égal à 1 sur T, xT est égal à 1 sur P. On peut utiliser l'équation d'état pour trouver ça. Si par hasard, on ne sait pas, on va essayer de redémontrer l'équation du gaz parfait. Donc, si je remplace alpha xT, je peux déterminer bêta, qui est 1 sur T. Donc, partons-nous de alpha. 1 sur T est égal à 1 sur V d de V sur dt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce terme-là est égal à V sur T. Je peux, si vous voulez, puisque P est constante, écrire ça comme dV sur V, dt sur T. Il suffit de faire basculer dt ici et faire revenir V ici. Donc, en intégrant, on va avoir logarithme de V égale à logarithme de P plus ln de phi de P. Donc, c'est une fonction qui dépend de phi. D'accord? Une fonction de phi. Donc, on peut écrire l'équation d'état comme V est égal à T fois une fonction de P. Pour déterminer la fonction de P, on va utiliser xT. xT est égal à moins 1 sur V dV sur dt. 1 sur P moins T sur V d de phi sur dt. Donc, je peux en tirer d de phi sur dt. C'est égal à moins V sur P fois T. D'accord? Qui n'est autre que
moins phi sur P, en utilisant en utilisant cette équation. V sur T, c'est V sur P, ce n'est autre que phi de P. D'où je vais avoir D de phi sur phi, en faisant basculer phi ici, d'accord? Et on va intégrer. On intègre maintenant une fonction d'une seule variable. Donc, c'est très simple. Donc, une fonction, donc, elle est d'une constante. Donc, phi de P est une constante sur. En combinant ces deux relations, 7 et 8, d'accord? La relation 7 et 8, c'est celle-là, cette relation 7, cette relation 8. On va avoir K sur P est égal à V sur T. Donc, je remplace et je trouve V est égal à K, je remplace K par PV sur T. Donc, K, ce n'est autre que PV sur T. Donc, PV est égal à nRT. D'où l'équation du gaz parfait. Donc, voyez-vous qu'on a retrouvé l'équation du gaz parfait, qui est d'ailleurs quelque chose qui est tout le monde connu, à partir des coefficients thermoélastiques. Et bien sûr, en utilisant la relation de Ricci, qui est, si vous voulez, le différentiel permuté. Voilà, donc avec R, l'équation des gaz parfait, K sur constante Boltzmann, etc. Il n'est aucune autre que R égale à F. Variance du système bivariant. Donc, la variance, c'est le nombre de variables intensives PT, ρ, C, PI, etc. et indépendantes qui peuvent caractériser un état d'équilibre d'un système thermodynamique, ou bien c'est le nombre maximum de paramètres qui peuvent être fixés librement, sans rompre l'équilibre thermodynamique. C'est grâce à ces variables qu'on peut déterminer les autres variables du système. C'est exactement comme le degré de liberté qu'on utilise en mécanique. Donc la variance est calculée par cette formule-là qui est C plus 2 moins phi. Avec C, c'est le nombre de constituants indépendants et phi, c'est le nombre de phases. Si la variance est égale à 2, on dit que le système est bivariant. Ça veut dire nous avons deux variables. Le système a deux variables indépendantes. Le volume V est une variable extensive. Exemple, par exemple, le point triple de l'eau, donc intersection des trois courbes d'équilibre diphasées. Et l'état pour lequel les trois phases solide, liquide, vapeur. Donc, je remplace ici. Nous avons un seul constituant qui est l'eau. Nous avons 2 moins 3, ça veut dire la phase 3. Donc, ça donne 0. Donc, ça veut dire que le système est parfaitement déterminé. Pour un exemple de pôle au gaz parfait, c'est un système à deux variables intensives. D'accord? Donc, ça fait 2, un seul constituant, plus 2, moins 1, parce qu'une seule phase, parce que phase gazeuse, donc bivariant. Donc, comme ça, donc, il suffit de connaître PV pour déterminer le système, ou bien TV, TP, ou bien PT pour déterminer complètement le système. Voilà. Ainsi prend fin cette partie. Donc, je vous remercie. Je vous invite vraiment à faire très attention à faire cela et à revoir cette vidéo. Et soyez quand même prudents parce que c'est très important. Grâce à ces notions, on peut comprendre la thermodynamique. Donc, je vous invite à liker, à aimer, à partager cette vidéo avec vos camarades. Et j'espère que vous retrouvez très bientôt. Merci et au revoir.